bonjour. Ce que vous voyez là, c'est des plats, ce sont des plats égyptiens que l'on mangeait à l'époque de Néfertiti, figurez-vous. On sait que l'Égypte vous passionne, on en a eu la preuve car dans cette émission on a parlé de l'Égypte sous toutes ses formes, on a parlé de la santé en Égypte à l'époque des pharaons. Et ce matin on va s'intéresser à la cuisine. On sait que cette destination vous fascine encore aujourd'hui, c'est l'une des destinations préférées des touristes dans le monde en général. Et on a la chance d'avoir avec nous sur ce plateau Violaine Vanoyek, qui est spécialiste de l'Égypte, qui publie chaque année au moins 3 livres consacrés à l'Égypte. Le dernier en date, c'est Néfertiti et Akhenaton aux éditions Michel Lafon. Merci d'être avec nous, Violaine. Et puis on a également invité un spécialiste du terroir égyptien, c'est David Ferniaud, qui a accepté notre invitation. La Haute-Égypte, hein. La cuisine de Basse-Égypte m'intéresse beaucoup, moi. Voilà, David ayant des petits problèmes de voix, Vincent a gentiment accepté de venir. Et moi, ça va très bien, merci Sophie, pas de problème. Yves Cara, est-ce qu'on réagit déjà au standard? Bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. C'est assez calme pour l'instant, c'est vrai que c'est pas évident, c'est un vrai défi qu'on peut lancer aux téléspectateurs et téléspectatrices. Parlez-nous de la cuisine antique, au temps des Égyptiens, c'est pas évident. Non, c'est nous qui allons leur en parler, mais oui. qu'ils posent leurs questions. Bah oui, ils vont nous en parler, nous poser des questions, mais je suis pas inquiet, vous savez, parce que on s'intéresse beaucoup à l'Égypte. Moi, j'étais dans un bar récemment et j'ai vu plein de personnes rentrer en disant « Une momie, s'il vous plaît ». Donc, je suis pas inquiet, vous voyez ce que je veux dire. Vous n'êtes pas atterré par cette blague. Ah si, mais bon, on a l'habitude, vous savez. Non, mais je me suis dit, elle va quand même réagir. Et bien là, même pas, hein. Vous n'avez même pas osé. Il y a un moment où on atteint un degré limite à ne plus franchir. Bah ouais, je sais. On s'arrête là. Bon, merci, bonne chance. À tout à l'heure. Bonne chance, salut. À tout à l'heure peut-être. Merci beaucoup Yves Cara. Violaine, donc qui était Néfertiti, on la connaît, mais enfin vous allez nous rappeler quand est-ce qu'elle a vécu. Et surtout Akhenaton, on en a moins entendu parler de celui-là. C'est son mari tout simplement. C'est son mari. Ils ont vécu tous les deux vers le XIVe siècle, 13e, 14e siècle avant Jésus-Christ. Alors en fait, c'est vrai qu'elle, on la connaît parce que vous savez, on a retrouvé ce fameux moule qui représentait son visage dans un atelier, dans l'atelier d'un sculpteur qui se trouvait dans une ville qu'elle a créée pour adorer le dieu Aton. Et on connaît évidemment son mari parce que ce serait l'inventeur, on l'a dit un peu vite, du monothéisme. Donc l'adoration dans un dieu unique qui arrive à ce moment-là. Donc tous les deux vont créer une ville en Moyenne-Égypte avec des rites nouveaux, avec vraiment énormément de luxe, qui s'appelle aujourd'hui Amarna et qui s'appelait Akhenaton, c'est-à-dire l'horizon d'Aton. La ville pour honorer le dieu solaire Aton. Voilà. Et donc, Néfertiti, effectivement, elle est rentrée dans la légende parce qu'elle était apparemment très très belle et voilà, et elle a beaucoup intrigué. Et surtout aussi parce que le nuit, ça se passait bien entre eux, ou c'est un livre peu ça se passait relativement bien entre eux, mais évidemment, il y avait une favorite. Bon, comme souvent, il y a une favorite qui s'appelait Kia. Parce que là-bas aussi, les hommes avaient quand même plusieurs... ils avaient des centaines de femmes dans leur harem. Mais ça, les centaines de femmes, c'était relativement accepté par la grande épouse royale. Mais ce qui était moins accepté, c'était vraiment la favorite qui était mise en avant. Et là, il y en avait une, Kia, qui est peut-être la mère de Toutankhamon, d'ailleurs. Donc, c'est quand même pas n'importe qui. Et à partir de là, c'est vrai que Néfertiti, à un moment donné, a été mise un petit peu de côté, d'autant qu'elle n'avait que des filles et qu'elle n'arrivait pas à donner un fils. Mais comment savez-vous tout ça, Violaine? C'est vrai, comment savez-vous tout ça? Comment est-on sûr de tout ça? Vous vous rendez compte, 14e siècle, parce avant qu'elle lit les tabloïds en hiéroglyphes. Exactement, c'est ça. Je lis les tabloïds sur les tombes, sur les murs des tombes. Alors, qui nous renseignent aussi bien sur leur vie au quotidien que sur... on essaye de comprendre ce qu'ils sont devenus, parce que figurez-vous qu'on n'a toujours pas retrouvé ni la momie d'Akhenaton, ni la momie de Néfertiti, et on ne sait pas où ils ont été enterrés. Alors, j'ai une piste, et je pense que finalement, on pourrait les retrouver dans la vallée des rois, dans la fameuse vallée des rois. Parce que quand elle n'écrit pas ses livres, Violaine fouille pour retrouver des momies. C'est-à-dire, je vais sur le terrain pour essayer de reconstituer le puzzle de toutes ces vies, effectivement. Mais en dehors de ça, on retrouve plein de choses sur leur vie quotidienne aussi, notamment puisqu'on parlait de nourriture. C'est incroyable parce que là, je reviens justement de la fameuse ville d'Amarna. Et bien, sur les murs, on a retrouvé une scène de banquet où on voit notre cher Néfertiti avec Akhenaton qui sont en train de déguster, lui, du bœuf.
lui du bœuf et elle de la volaille, parce que paraît-il qu'elle adorait la volaille. Bon, alors on va commencer par le commencement. Est-ce que, comme aujourd'hui, à l'époque des Égyptiens et de Néfertiti, il y avait une entrée, un plat, un dessert? Oui, alors, bah, ça dépend, écoutez. C'est-à-dire que oui, il prenait un petit déjeuner. Hein. Donc, en général, très tôt, il se levait avec le lever du soleil, donc assez tôt. Surtout, mais il ne prenait pas un petit déjeuner surtout sous ensemble. Akhenaton, Surtout sur Akhenaton, le lever du soleil, c'était quand même important. Oui. Alors, bon, ils ne prenaient pas leur petit déjeuner en même temps. C'est-à-dire que l'homme était privilégié, donc il se lavait, etc. On le rasait, tout ça. Et dès qu'il avait fini, on le rasait, bien sûr. C'est la favorite. Là, je parle du roi et de la reine. Hein. Et donc, dès qu'il avait terminé sa petite toilette, tout ça, donc on lui apportait quand même au petit déjeuner de la bière, du pain, un morceau de cuisse de bœuf, donc c'était déjà quand même assez important, et puis des gâteaux. C'était déjà un petit déjeuner quand même assez copieux. Quant à elle, eh bien, pendant qu'on la coiffait, elle grignotait en même temps. Donc, sur un guéridon, on lui posait quelques fruits. Et puis, plutôt voilà. des fruits, hein, diététiques quand même, les femmes, hein, toujours déjà des époques. Hein. Mais elle mangeait tout en se faisant maquiller et coiffer. Et quant au peuple, lui, bon, c'était plutôt des purées de lentilles, des purées de pois chiches ou quelques radis le matin. Donc, c'est un petit déjeuner. Voilà, au petit déjeuner. On buvait quoi? On buvait du... On buvait de la bière, même au petit déjeuner. Ah oui, on buvait de la bière. Il partait travailler bourré. Il recevait, en tout cas le roi recevait ses ambassadeurs déjà, avec deux ou trois, après avoir bu 2 ou 3 verres de bière. Il faut dire que ce n'était pas le demi avec faux col. Non, hein. La bière de l'époque, c'était quand même une bouillie de céréales qui étaient fermentées. Et c'était comme des bières à basse température, des bières épaisses. Quoi, hein. Épaisses, amères, qui étaient certainement très mauvaises au goût. Les Nubiens, en plus, qui habitaient donc dans le sud, puisque vous avez dit que vous connaissiez plus cette région-là, et la bière était, paraît-il, encore plus amère et donc encore plus difficile à conserver. Mais la bière, c'était quand même la première boisson des Égyptiens. Alors venait le thé, ils prenaient du thé à la menthe, forcément, puisqu'il y avait beaucoup d'épices, condiments, etc. Donc du thé à la menthe et du vin. Parce que dès qu'il y avait beaucoup plus de vignes qu'aujourd'hui, aujourd'hui il y a des vignes dans le delta, en haut, mais à l'époque il y avait des vignes un petit peu partout. Donc un vin qui n'est pas très très bon, il faut bien le reconnaître. Mais pas au petit déjeuner quand même. Non, c'était la bière au petit déjeuner. Alors après il y avait effectivement, pour répondre à votre question, il y avait un repas midi, comme nous, un repas le soir, qui pouvait être transformé en festin, et puis une petite collation vers 4 heures. Ah oui, donc surtout sur les chantiers. On appelait le goûter. Voilà. Mais alors, ma question c'est, les repas étaient structurés avec des entrées, des plats et des desserts ou on apportait tout en même temps? Non, à midi et le soir, c'était vrai, il y avait des entrées, il y avait effectivement le plat important, volaille ou viande ou autre, ou poisson, et puis il y avait effectivement le dessert et le digestif. Eh ben, on va commencer par les entrées. Violaine, qu'est-ce que nous avons sous les narines? Ça, c'est important parce que ça illustre vraiment la cuisine égyptienne d'aujourd'hui et de l'époque. Bien sûr, et de l'époque. Hein, ce sont les foules, hein, les fèves. Les fèves, bien sûr. Bon, alors donc, effectivement, les fèves et les pois chiches, bon, tout ça, c'était quand même... Alors, il faut savoir que les ouvriers, par exemple, ou les paysans, mangeaient beaucoup aussi de tiges de papyrus, tout simplement, comme on les voit aujourd'hui mâchouiller de la canne à sucre. Comme des pousses de bambou, en fait. Hein. Oui, c'est ça, jeunes, voilà. Et puis, ils mangeaient aussi des tiges de plantes aquatiques. Et ce qui est extraordinaire, tiens, justement, je reviens à mes recherches. Récemment, dans les tombes, on a trouvé des paniers entiers, justement, de rhizomes comme ça qui avaient été mâchés. Et donc, c'est assez étonnant. Et puis, ils mangeaient évidemment les fèves et les pois chiches. Là, c'était des entrées? Et ça, c'était des entrées. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors bon, ça, c'est plutôt des feuilles de vigne. Donc ça vient plutôt de Grèce. Alors en fait, ça arrive en Égypte un peu plus tard, à l'époque de Cléopâtre. Donc c'est quelques années plus tard. Parce que les Égyptiens avaient ceci d'intelligent, je pense, c'est de prendre ce qui était bon ailleurs et puis de l'assimiler à leur alimentation. Cette espèce de bouillie. Alors ça, c'est de la purée d'aubergine. Bon, ils connaissaient le concombre, ils faisaient de la purée de poireaux, ils faisaient de la purée de concombre. Donc, ils mangeaient beaucoup d'aliacés, hein. Oignons, poireaux, ail. Oignons, oui. Alors, les pareil, oignons, ça c'est... Les oignons, les premiers oignons qu'on a trouvés, c'est dans la tombe de Toutankhamon. Alors ça, les oignons sont l'ail partout. Bon, de toute façon, l'ail avait été tonique. On savait déjà que ça facilitait la mémoire, etc. Donc, et puis la circulation sanguine. La circulation sanguine, et ça, bon, apparemment, dans les livres de médecine, puisqu'on a des livres de médecine de l'époque, on a retrouvé, donc ils le savaient très bien. On n'a pas de livre de cuisine. Aujourd'hui, on reprend d'ailleurs cette histoire d'ail, quoi.
que l'on utilise, qui est validé aujourd'hui par la science. Mais les oignons aussi, c'est très bon, c'est de la vitamine C. On va aller à la cuisine si vous voulez bien, ceux qui construisaient les pyramides mangeaient beaucoup d'oignons. Voilà, on disait qu'ils ils mangeaient des oignons et l'oignon était un amuse-gueule finalement. Donc pour se mettre en bouche, on mangeait de l'oignon. Allez-y, mettez-vous à côté de Vincent. Donc c'est quoi une recette d'entrée que vous allez pouvoir reproduire chez vous, puisque vous utilisez que des ingrédients. Et je ne fais qu'être l'ambassadeur de mon ami David Martin, qui a choisi les recettes. Et moi, je ne suis que l'exécutant. Attendez, oh là là, parce que ça, je connais pas. Ah voilà, c'est ça qu'il faut que j'essaye. Voilà. Alors, en fait, c'est une soupe de fenouil. Alors, quand on parle du fenouil, vous savez, vous avez évidemment le bulbe, c'est ça qu'on va utiliser, le bulbe de fenouil, alors que tout ce qui est les tiges, etc., sont utilisés plutôt aromatiquement, soit dans les feux pour faire le bar au fenouil, ou farcir des poissons, ou même, on se sert ça un peu comme de la nette pour aromatiser des... Voilà. Alors, la soupe, on l'a mangée plutôt le soir Non, la soupe, on l'a mangée en entrée. Et plutôt à midi aussi, malgré la chaleur d'ailleurs, on mangeait volontiers de la soupe. Il ne veut pas s'éteindre celui-là. Non, mais c'est un peu compliqué. Ah ouais, dis donc, vous êtes balèze, avec douceur. Absolument. Alors, c'est vrai qu'ils aimaient beaucoup le goudani déjà qu'on trouvait effectivement dans le fenouil à l'époque. Qui avait évidemment, parce que vous savez que les anciens Égyptiens recherchaient toujours aussi à se soigner en même temps, et donc on disait que ça soignait à l'époque, attention, ça soignait la cataracte, de manger du fenouil. Ah ouais. Alors Violaine, j'étais un peu étonnée quand j'ai reçu les recettes de David, de voir qu'il y avait utilisation de lait, de crème, de beurre. Les vaches étaient élevées et on se servait du lait des dérivés. On servait du lait de vache, du lait de chèvre, et ils adoraient le lait. Et pour les anciens Égyptiens, le lait, c'était une vraie friandise. Alors ils conservaient ça dans des jarres qui bouchaient avec des touffes d'herbe. Ils laissaient un petit peu passer d'air pour que ça fermente pas trop, et ils se délectaient de ça. Ils le mélangeaient quelquefois avec du miel et avec ce qu'on appelle du fenugrec, qui est donc une plante méditerranéenne. Et tout ça pouvait constituer un repas, d'ailleurs à midi, un repas pris très rapidement quand on n'avait pas le temps de préparer autre chose. Allez, à la bonne franquette. Vous mettez quoi là? Eh bien écoutez, c'est simple. Le problème, Vincent, c'est que si vous mettez 3 heures à faire la recette, non, on va pas y arriver. On a émincé le fenouil, les oignons et quelques gousses d'ail, qu'on fait simplement revenir dans un petit peu de beurre. Là, c'est pas tout à fait assez chaud. Après, quand c'est revenu, c'est-à-dire quand ça s'est juste rendu transparent, vous savez, pas coloré, mais juste transparent. C'est tout simple, on met ça dans une casserole, on additionne, attendez, j'ai ma petite fiche, on additionne du riz. Sans mixer. Pas pour l'instant. Non, on peut cuire sans mixer. Pourquoi du riz? Le riz aussi, il y avait des rizières à l'époque? Non, le riz apparaît pareil à l'époque de Cléopâtre beaucoup plus tard. C'est ça. Mais en fait, ils avaient... d'Asie, voilà. Mais en fait, il y a 10 siècles après Néfertiti. Oui, un petit peu plus tard. C'est quasiment l'époque romaine. Mais ils mettaient des fèves pour remplacer le riz. Par contre, ils avaient du beurre. Ils connaissaient la graisse de veau, la graisse d'oie, parce qu'ils adoraient d'ailleurs les oies. C'est pas grave. Ça revient pas beaucoup. Il faut une plaque qui chauffe. On dit que ça cuit. Voilà, on dit que ça cuit. Alors quand c'est pas coloré mais que ça, vous mettez simplement dans une casserole avec du riz. On va vous donner les ingrédients, je suppose, ça sera noté. Oui, c'est noté, regardez, ça passe. Voilà. Le riz, les 50 grammes de riz qu'on va rajouter donc, et on fait cuire avec de l'eau. On mouille à hauteur, dans un faitout. Et quand ça a cuit suffisamment, c'est-à-dire que quand votre riz est cuit, vous mixez après. Vous mixez et vous rajoutez la crème fraîche. C'est ce qui m'a étonné. Mais ça c'est un repas complet, c'est pas qu'une entrée. Ah non, ça c'est une entrée, la soupe au fenouil. C'est quand même très riche. Oui, mais ils mangeaient très copieusement, vous avez vu, c'était énorme. Alors évidemment, aromatisé avec l'épice la plus importante, qui reste l'épice la plus importante d'Afrique du Nord, c'est le camoun, c'est-à-dire le cumin noir. Voilà, qui remplaçait le poivre, on peut dire. Parce qu'ils ne connaissaient pas le poivre à l'époque. Donc effectivement, moi je vous dis un truc comme ça, ça tient encore. Parce que le poivre, il faut le dire, ça vient aussi d'Indonésie, de l'océan Indien. Mais plus tardivement. Le camoun est une plante locale. On a du mal à imaginer quand même que dans un pays où il faisait aussi chaud, on se nourrisse autant. Alors d'abord ils mangeaient beaucoup et ils mangeaient chaud, comme le thé qu'ils buvaient toute la journée, mais ils le buvaient chaud. Mais comment ça se fait? On a plutôt envie de se rafraîchir quand il fait très chaud. Oui, mais vous savez, quand on mange une soupe un petit peu tiède, et bien quelquefois justement, ça, au contraire, ça hydrate énormément. Et puis on peut la manger glacée, un coup de jus de citron dedans, la crème fraîche et vous la... Un gazpacho. Un gazpacho d'Égypte quand même, en sachant, c'est vrai que le citron... En sachant que le citron était voilà, comment c'est sans moi j'arrive,
c'est vrai que le citron était aussi très très apprécié. Alors c'est très étonnant l'histoire du citron d'ailleurs, parce qu'on a cru longtemps qu'ils ne connaissaient pas le citron et on a retrouvé récemment des zestes de citron dans une ancienne salle de bain. Donc c'est très étonnant. J'aurais juste appelé Yves Cara qui pianote et qui nous appelle avec sa lumière qui clignote depuis tout à l'heure. Oui Yves. Vous avez vu, je faisais le rythme. Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est nous. Hein. Je faisais ça en rythme, mais vous n'avez rien vu. Hein. Moi, je fais tout ce que je peux, mais bon, hein, on peut pas au bout d'un moment. Hein. Ouais. Donc, on a eu beaucoup de questions de nos amis sur la bière. Ils ont été très surpris que les Égyptiens buvaient beaucoup de bière. Une question de Monsieur Marchand, 42 ans, qui habite à Paris. Est-il vrai qu'à cette époque, l'hippopotame était un plat et un mets très apprécié? Ah, bah justement, on va parler des plats de résistance et de la viande. Est-ce que l'hippopotame était une viande qu'on dégustait? Alors non, l'hippopotame était connu, chassé, un petit peu comme le crocodile, mais il était rarement mangé justement. C'est un petit peu le cas des gazelles, des antilopes qu'on chassait dans le désert. Tout ce qu'on chassait finalement était soit servi aux dieux, et ça c'est complètement autre chose, et on en mangeait quelquefois des restes, mais c'était plutôt rarissime. Alors, donc ce qui était mangé c'était surtout le bœuf. Alors on le chassait pour le donner en sacrifice aux dieux. Ah bon? Mais on mangeait surtout du bœuf. Et puis, par exemple, on ne connaissait pas le porc. On ne mangeait pas de mouton non plus. On ne connaissait pas la poule. Surtout le bœuf. Surtout le bœuf. Alors, le bœuf, on a plusieurs catégories de bœuf. On ne connaissait pas les poules. On connaissait le pigeon, on connaissait l'écaille, les sarcelles, les oies. Alors, parce qu'on voit sur les murs des tombes, on voit du gavage d'oies. Et puis, ce qu'ils adoraient surtout dans le bœuf, c'était tous les foie abats. gras quand même. Alors peut-être qu'ils mangeaient du foie gras, parce qu'ils gavaient les oies. Et ça, on a des scènes où on voit très nettement qu'ils gavaient les oies. Mais ils gavaient aussi les bœufs, justement. Et quand les bœufs étaient énormes et qu'ils ne pouvaient plus bouger, eh bien, à ce moment-là, ils les abattaient, ils les mangeaient. Il y avait trois catégories de bœufs. Il y avait ceux qui étaient gavés, il y a ceux qui étaient très, très, très maigres, qui étaient mangés comme ça, très maigres. Et puis, il y avait les petits bœufs qui étaient très appréciés parce qu'ils étaient plus fins. Mais il faut savoir ce qu'ils aimaient le plus dans les bœufs, c'était le foie et la rate, tous les abats, en fait. Et pourquoi ils les gavaient, les bœufs? Parce que... pour les manger le plus gros possible, en fait. Hein. Et ils découpaient, donc, ils adoraient les cuisses aussi, enfin bon, donc... Et ils servaient de la viande, donc déjà, ils la consommaient comment? C'était de la viande grillée? Alors, il y avait beaucoup de grillades, vous imaginez bien qu'il y avait beaucoup de grillades. Bon, par exemple, même les volailles, si vous voulez, les volailles, donc, ils plumaient, ils enlevaient l'intérieur, évidemment, ils nettoyaient tout ça, ils coupaient la tête, ils coupaient les pattes, ils coupaient le bout des ailes, ils embrochaient et ils mettaient à griller. Bon, ça, on a des scènes qui sont évidentes là-dessus. Donc, beaucoup de grillades. C'était rôti quelquefois, donc, et puis c'était quelquefois bouilli. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quelquefois, ils mangeaient cru. On sait que les canards et les cailles étaient parfois mangés crus, comme le poisson. Ils mangeaient le poisson cru. Le poisson cru est séché au soleil, ou bien en saumure. Beaucoup de petits oiseaux, donc vous ne connaissez pas les volailles. En revanche, donc les cailles, les canards, voilà, les grues. Et vous savez qu'aujourd'hui, quand même, une des spécialités de l'Égypte, aujourd'hui, c'est les cailles farcies. Un caille farci au riz, bon, ça, c'est vraiment courant. Ça, c'est une spécialité égyptienne. On va parler du poisson aussi, puisqu'ils en consommaient beaucoup, des poissons du Nil. Oui, alors oui, il y avait quantité de poissons, sur la mer Rouge aussi, il y avait quand même beaucoup de poissons, donc il y avait des petits... Alors il y a le fameux, ce qu'on appelle le bolti, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle la perche du Nil. On en trouve à Paris maintenant, bon, que je trouve assez bon, assez fin d'ailleurs. Mais il y avait des gros poissons, il y avait des latesses, par exemple, il y avait des mormires, il y avait des muges. Et on faisait... C'est le mulet, hein. Oui, c'est ça. C'est un mulet dont on mangeait les œufs aussi, hein. Comme de la poutargue. Voilà, exactement. On faisait de la poutargue avec les œufs de muges. Vous savez ce que c'est, les poissons qu'on vient de voir? On ne les a pas vus. Bon, d'accord, dommage. On faisait avec Violaine, on n'a pas pu voir. Mais c'est ceux dont on a parlé, c'est-à-dire bon, les muges, les mormires, les latesses aussi, qui sont des gros poissons en mer Rouge. Ces poissons, qui existent bien sûr, qui existent bien sûr. Pourquoi? Les noms ont changé. Les noms ont changé. De ma vie, moi. Vous n'avez pas mangé de muge? Non. C'est du mulet. Du mulet. Une sorte de mulet, Vous savez, le mulet noir, c'est pas mal, hein, parce que ça ressemble un peu au bar, si c'est bien fait. Le problème, c'est un peu le goût de vase, parce que ce sont des poissons qui sont dans les deltas en général et qui ont un petit goût. Alors là, on n'a pas pris du mulet, là, on a pris de l'empereur et puis de la sébaste. Mais ce sont des poissons de mer. On aurait pu faire ce genre de recette avec des poissons d'eau douce, de la perche, puisqu'on parle de perche du Nil. Ce qui est curieux, c'est que cette recette de poisson égyptien est cuite dans du lait. C'est-à-dire qu'on fait revenir nos filets de poisson, là encore, dans un peu de beurre, juste pour les colorer. On les épice. Alors, les épices, le camoun, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'on met aussi sur les kebabs ou les keftas, c'est-à-dire sur la viande grillée.
Vous disiez qu'ils ne mangeaient pas d'agneau à l'époque d'ailleurs. Ça, c'est les Arabes qui ont amené ça. Exactement. Le kebab, pourtant, Dieu sait si on en mange aujourd'hui, ils évitaient de manger de l'agneau. Et on n'a pas de scène, en tous les cas, où on voit du découpage d'agneau ou autre, alors qu'on a de porc ou de cheval. Ils connaissaient le cheval, mais ils ne mangeaient pas le cheval apparemment. Mais les bœufs, les découpages de bœufs, on en a quantité de ça. Oui. Alors là, on utilise donc ce camoun et surtout le safran. Le safran qui est déjà une épice très utilisée. Et très cher, médicinale, hein, c'est-à-dire pour ses vertus médicinales. Et quel genre de vertu le safran? Alors qui, soi-disant, attention, hein, selon l'époque, guérirait les maux de dents et les maux d'estomac. Ah, pas mal alors. Pas alors mal. vous le faites revenir dans une poêle avec quoi? Du beurre? Oui, enfin on a mis un petit peu de beurre, il faut vraiment un tout petit peu de matière grasse, c'est juste pour que ça se colore légèrement. Et puis ensuite on y ajoute les épices et on cuit dans du lait. C'est-à-dire il faut que ça soit juste baigné dans le lait jusqu'à cuisson complète. Ensuite, on va faire une sauce avec de la crème. C'est pour ça que moi j'étais très étonné de voir toute cette utilisation. On a l'impression d'être en Normandie presque. De la crème, du citron et de la menthe et du basilic pour agrémenter un peu cette crème. C'est vrai qu'a priori, ça n'a pas une tête telle qu'on imagine en Afrique du Nord. Mais quoi, ils avaient de la crème aussi? Alors vous dites qu'ils étaient fermentés de lait, donc ça pouvait conduire à quoi? De la crème, à du beurre, oui, la graisse d'oie, la graisse de veau, tout ça. Non, mais ça c'était dans les endroits en Égypte où l'on vivait près du Nil, oui, mais on ne vit que près du Nil en Égypte, parce qu'on ne peut pas vivre ailleurs. Ouais, mais dans le désert, il n'y avait personne. Hein. Tout était regroupé. Il fallait être cinglé pour aller vivre dans le désert. Donc, ils mangeaient aussi riche que ça? Ils mangeaient aussi riche que ça, et puis ils connaissaient plein de fruits aussi. Bon, ils ne connaissaient pas les oranges, les pêches, tout ça, mais ils avaient des pommes. Ouais. Ils avaient quand même des pommes, ils avaient des grenades. Hein. D'ailleurs, ils connaissaient la grenadine. On parlait de boisson tout à l'heure, ils connaissaient parfaitement la grenadine. Mais ça ressemble à ça. Quoi, ça c'est de la grenadine? Non, ça c'est du carcadet, ça. C'est-à-dire? Carcadet que j'ai fait maison, donc je m'excuse de la recette. Alors c'est en fait une macération d'un ibis, un hibiscus rouge, qu'on trouve à Assouan. Et qui est, moi je les ai trouvés aux Antilles ceux-là, mais c'est les mêmes variétés. Ce sont des boutons d'hibiscus rouge qu'on fait macérer et on ajoute éventuellement un peu de... Comme du thé. Comme du thé. Là celui-là est sucré, vous pouvez le sentir. C'est une boisson que l'on ressemble à la groseille. Alors on la boit fraîche ou on la boit tiède d'ailleurs et qu'on boit, aujourd'hui on le boit pour l'apéritif par exemple ou à n'importe quel moment, mais qui était déjà connu à l'époque bien sûr puisque l'hibiscus existait, donc voilà on faisait. Bon, le poisson, vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait aussi le faire cuire au soleil, sécher, donc pas mariner. Non, alors... Mariner, c'est des recettes alors, on le vidait, on voit clairement là aussi, on a des scènes qui sont évidentes, donc on le vidait et on le suspendait, on le laissait sécher au soleil comme ça. Et après on le consommait comment? Et on le consommait cru comme ça, mais sec, salé quand même. Salé, un petit peu salé, un petit peu salé et séché. Comme la morue. Comme la morue. Et ce qui a entraîné les fameux problèmes de dents qu'on retrouve sur les momies aujourd'hui, parce que comme ils séchaient évidemment au soleil et que le sable se déposait dessus, ça entraînait des problèmes de dents chez nos anciens Égyptiens. Les problèmes que l'on... plus que des caries, les dents complètement gâtées. Donc quand ils avaient une trentaine d'années, ils n'avaient plus de dents, quoi, en fait. Hein. Les épices, on a évoqué quelques-unes d'entre elles. Donc le safran, vous avez parlé du camoun. Le cumin noir. Quoi d'autre sur les épices qui il y a le gingembre aussi, il y a... Le curcuma. Oui, absolument. Le curcuma, c'est justement un rhizome qui ressemble un peu au gingembre, mais qui a un goût beaucoup plus caramélisé, beaucoup plus doux, et ça colore en jaune les plats. C'est un peu le safran du pauvre, encore dans les pays où on l'utilise. Est-ce que c'était une denrée rare à l'époque, les épices? Alors, les épices, n'étaient pas des denrées... Enfin, les Égyptiens avaient certaines épices, sinon ils en faisaient venir. Hein. Ouais. Donc, ils en faisaient venir différents pays, de l'Arabie, d'Asie, etc. Il y en a qui étaient très chers, et on allait les chercher, on faisait des expéditions pour aller les chercher. Les rois organisaient ces expéditions. Des fois, les gens partaient pendant des années et revenaient donc avec des épices inconnues. Alors ça, ils adoraient ça. Tout ce qui était inconnu, ils adoraient ça. Ils se précipitaient dessus et ils essayaient donc après de faire pousser ça chez eux. Mais bon, pour intégrer à leur civilisation. Pour l'intégrer à leur civilisation, Yves Cara au standard, que se passe-t-il? Il se passe plein de choses. Vous voulez que je vous raconte notre petite vie ou plutôt les appels? Oui, les appels. Plutôt les appels, d'accord. Donc beaucoup de questions sur la conservation des aliments. Comment conservaient-ils leurs aliments dans un pays très chaud? Ça, je ne vous prends pas d'appel particulier parce que c'est une petite synthèse. Et puis une question aussi intéressante de Sophie Carvadec qui habite à Brest. Ouais. Est-ce que le pain existait à cette époque?
est-ce qu'on le consommait de la même façon que maintenant? Alors déjà, conserver les aliments, ça se passait comment? Oui, alors c'est effectivement difficile de conserver des aliments. On sait qu'il est conservé dans des jarres, donc en poterie la plupart du temps ou en faïence, qui étaient donc bouchés, alors avec de la cire, avec différents moyens. Mais les aliments se conservaient 3-4 jours. Il est évident que quand un bœuf, on le découpait, il fallait le manger dans les 3-4 jours. Donc la raison pour laquelle on invitait souvent tout le village, etc., pour pouvoir déguster tout ça, parce qu'effectivement... Mais la viande, on le mangeait tous les jours ou c'était quelque chose d'exceptionnel? Non, c'était pas exceptionnel. Le bœuf, on pouvait en manger tous les jours. Surtout à l'époque de Néfertiti, je reviens à cette époque-là, parce que c'est vraiment une époque extrêmement prospère, où tout le monde vit bien, et donc c'est vrai que tout le monde mange bien aussi. Et puis pour le vin, par exemple, problème aussi de conservation du vin. Alors paraît-il que pour le conserver, ils mettaient un petit peu d'eau salée à l'intérieur. En tous les cas, apparemment, ils ne savaient pas encore poisser les jarres, vous savez, comme le feront les Romains un peu plus tard. Donc ils ne poissaient pas, ils mettaient un peu d'eau salée, et ils essayaient de le boire le plus rapidement possible. Par contre, ils le transportaient quand même pour la vente à l'étranger. Le pain, on nous demande si on mangeait déjà du pain. Est-ce que c'est ça qu'on appelait du pain? Oui, alors ça c'était des galettes, enfin ça ressemble aux galettes qui pouvaient être cuites, vous savez, dans le sable. On cuisait des galettes dans le sable à l'époque. Mais on a retrouvé... On faisait du pain levé aussi. On faisait du pain levé, bien sûr. Et on a retrouvé 15 termes de pain et de pâtisserie. Alors on ne sait pas toujours à quoi ça correspond, hein, le terme, mais on sait parfait. Ils faisaient du pain avec du froment, avec de l'orge, hein, comme aujourd'hui. Et effectivement, ils ajoutaient du levain effectivement à cette pâte. Alors bon, comment ils procédaient? Ils avaient des grains qui pilaient avec des pierres, en fait. Et ils mettaient ça dans des moules qui étaient coniques, qui étaient donc chauffés sur un fourneau, une sorte de fourneau. Et puis ils plaçaient donc cette pâte à l'intérieur, après l'avoir malaxée, après y avoir ajouté le vin, ils bouchaient, ils laissaient cuire, voilà. Un petit peu comme aujourd'hui finalement. C'est amusant parce qu'on a la preuve, en quelque sorte, l'histoire de la Bible des Hébreux fuyant l'Égypte, n'ayant pas le temps de faire lever leur pain. En définitive, nous marque qu'il y avait vraiment une boulangerie, je dirais, il y avait très des boulangeries. active. Voilà. Alors chacun pouvait faire son pain, chacun pouvait faire sa pâtisserie, ça tout le monde était capable de le faire, mais il y avait aussi des vrais boulangers. Ouais. Très bien. Dans quoi buvait-il? Vous nous avez parlé des boissons. Est-ce qu'on avait des verres, des couteaux, des fourchettes? Comment ça se passait à l'époque? Des récipients. On a retrouvé des marmites. Hein. On a retrouvé des marmites. Bon, on plaçait les marmites sur des fourneaux ou même sur des... On a retrouvé des réchauds en métal aussi. Alors, le problème, c'était de garder la chaleur. Donc, il y avait des gens qui éventaient à chaque fois, presque toute la journée pour pouvoir faire cuire les aliments. Il y avait des fourneaux, il y avait des jarres. Et puis, on buvait dans des gobelets en faïence. On a retrouvé des gobelets aussi, évidemment, en poterie. Alors, ça dépend. Si vous faisiez un grand festin, c'était en or, c'était en argent, tout ça était dans des... Et puis sinon, bon, c'était tout simplement des ustensiles en poterie. On voit là, par exemple, des images avec tout ce qui était présenté sur un tréteau devant celui qui était à table. Il faut savoir que les Égyptiens mangeaient assis. Hein, ils ne mangeaient pas couchés. Hein. Ils mangeaient. Alors, on a retrouvé des couteaux, on a retrouvé des fourchettes, on a trouvé des cuillères. Vous vous rendez compte, on a trouvé récemment. C'est incroyable. Avant Jésus-Christ, alors qu'après Jésus-Christ, il y a des périodes où on mangeait avec les mains, quoi. Au Moyen-Âge. Ouais. Donc, c'est ça non, mais c'est vrai qu'on a. Bon, ils mangeaient souvent avec les doigts, mais on a quand même retrouvé des ustensiles. Et récemment, ça, je trouve ça extraordinaire, on a retrouvé une cuillère qui est emmanchée dans un manche en métal. Donc c'est incroyable parce que c'est quasiment comme aujourd'hui, quoi. Ouais. Et on a des scènes, dans une tombe, encore dans la vallée des Nobles, où on voit donc la préparation d'un ragoût et où ils tournent avec une grande cuillère en bois pour préparer le ragoût. Donc c'est très proche de nous. On s'imagine les Égyptiens comme des gens très raffinés, très délicats. Donc est-ce qu'ils se tenaient bien à table? Ils mangeaient assis. Ils mangeaient les Romains mangeaient couchés. Voilà. Et ben non, eux ils mangeaient assis. Pour la digestion c'était meilleur. Ils mangeaient assis. Et souvent, soit seuls, soit deux par deux, et on présentait devant eux donc des sortes de guéridons avec les offrandes, les fruits, les légumes, les paniers qu'on a vus remplis d'un tas de mets. Et quand ils faisaient un festin, c'était différent. Quand ils faisaient un festin, eh bien, ils mangeaient toujours assis, mais les femmes étaient d'un côté, les hommes étaient de l'autre. Alors, il faut savoir que ceux qui préparaient la cuisine, un peu comme aujourd'hui, les meilleurs cuistots, c'était quand même des hommes.
Hein. Voilà. Et puis les femmes, elles Et ça présidaient. n'a pas Non, mais changé, chère Violaine. les femmes, elles avaient leur rôle. Elles présidaient les banquets et puis elles recevaient, quoi. Elles préparaient la table. Mais les bons cuisiniers, parce qu'on a retrouvé des noms de cuisiniers. Le temps d'être créatifs en cuisine. Les femmes, elles doivent assumer le quotidien, elles doivent assumer leurs enfants. Mais vous savez que la fonction de cuisinier était très appréciée. Hein. On a retrouvé un cuisinier qui s'appelle Knoumotrou. On a retrouvé sa tombe. Knoumotrou, on a retrouvé sa tombe. Je l'ai pas retrouvé encore. On a retrouvé sa tombe à Saqqara. Non, mais attendez, il faut avoir une tombe quand même à Saqqara. Vous vous rendez compte? Ça à côté des tombes de pharaons, c'était le Ducasse de l'époque, quoi. Il devait avoir Voilà. 3 Alors, on va peut-être pas parler de Knoumotrou, mais en revanche, donc vous nous disiez que les Égyptiens mangeaient assis, les rois, les reines, mais dans le peuple, ça se passait pareil. Ils mangeaient assis, tout le monde mangeait assis, autour d'une table. Voilà. Alors écoutez, bon, bah, l'hôte en général, s'il y avait des invités, mangeait lui assis dans une sorte de fauteuil, bon, alors plus ou moins garni de lapis lazuli turquoise et tout. Non, c'était assez beau. Et puis les invités étaient sur des tabourets où ils apportaient leurs pliants. On va retrouver des pliants, tout simplement. Des pliants, voilà, ils apportaient eux-mêmes leurs pliants, ils s'installaient. Et les gamins, enfin les enfants étaient plus sur des nattes, sur des coussins en cuir, autour d'eux, quoi. On va passer au dessert. Vous nous disiez qu'ils consommaient beaucoup de gâteaux. Des gâteaux à base de miel, je suppose. Mais il faut dire, ils ne connaissaient pas le sucre. Donc il fallait bien remplacer le sucre, on remplaçait par le miel. Ils ont un peu créé l'apiculture alors, les Égyptiens? Créé peut-être pas, mais on sait en tous les cas qu'ils allaient chercher leur miel souvent dans le désert. Paraît-il que ceux qui vraiment avaient des ruches et qu'ils plaçaient dans le désert, c'était un énorme travail. Parce que d'abord, ils n'avaient rien pour se protéger. On voit d'ailleurs là, sur les images, on voit un apiculteur sur une tombe de la vallée des Nobles. Et donc, ils arrivaient à créer des ruches avec des jarres. Et quand ils avaient récolté le miel, ils le protégeaient dans des jattes qu'ils couvraient et qu'ils rapportaient donc évidemment à la ville. Mais c'était un métier très compliqué, j'allais dire presque dangereux parce qu'ils n'avaient rien pour se protéger. Mais en tous les cas, il est précisé très nettement qu'ils n'avaient absolument pas peur des abeilles, des choses comme ça. Vous nous disiez qu'on faisait beaucoup de choses avec le lait fermenté. Est-ce qu'on mangeait du fromage en Égypte? Peu de fromage. Dans l'Égypte ancienne, peu de fromage. Les gâteaux, on n'en consommait pas à chaque repas. Quasiment, si, ils adoraient ça. Petit déjeuner, pas. Si, ils adoraient les gâteaux. Oh là là, oui. Bon, alors, vous nous parlez juste de ceux qu'on voit en plateau, puis Vincent, vous nous donnerez une recette de gâteau. Avec alors, plaisir. Ça, c'est un gâteau, là? Oui, bon, ça, c'est des gâteaux modernes, mais c'est des gâteaux quand même mielés. Alors là, on trouve par exemple des amandes. On n'est pas sûr qu'à l'époque de Néfertiti, ils aient connu les amandes. Par contre, à l'époque de Cléopâtre et à l'époque romaine, ils avaient des amandes, ça c'est sûr. Alors, en revanche, ce qu'ils mettaient plus à l'époque dans les gâteaux, c'était carrément des petits morceaux d'olive, parce qu'on n'a pas parlé de l'olive, mais ils connaissaient l'olive, bien sûr. Hein. Et puis d'ailleurs, pour faire l'huile, ils avaient que l'olive, et puis le moringa, que vous devez également connaître. Et donc, ils mettaient quelquefois des petits morceaux d'olive, des petits morceaux de pommes, puisqu'ils connaissaient les pommes, et puis donc beaucoup de miel, du citron également. Donc voilà, là, on va dire que c'est plus des gâteaux qui sont plus, ce qu'on trouve aujourd'hui en Égypte. Ah oui, la farine, froment, d'orge, bien sûr. Il n'avait pas d'œufs? Non, il n'avait pas d'œufs puisqu'il n'avait pas de poule, il n'avait pas de Non, coque. d'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous dites. C'est pour ça que la pâtisserie d'Afrique du Nord, ce sont des feuilletages en fait à l'eau, des feuilletages à l'eau avec de la matière grasse sous le nom de l'huile maintenant, mais il n'y a pas d'œufs, ce ne sont pas des pâtes à l'œufs. On y va alors pour, la recette de gâteau. Alors, c'est quoi, Vincent? Alors, ce sont des boulettes dont je ne connais pas le nom égyptien, j'en suis désolé. En fait, on a quoi? On a des fruits secs, voilà. On a récupéré quoi? Des dattes, bien entendu, ça c'est un fruit du désert classique. Des figues séchées, des abricots secs. Là, je suis pas sûr que les abricots secs à l'époque... Non, les abricots secs, ils ne connaissaient pas. Les figues, ils connaissaient les figues du sycomore, ce sont des tout petites figues, et les dattes. Mais alors, les dates, à l'époque, avaient un goût médicinal qui n'était pas très... bon. Donc, nous, on les... ça a beaucoup progressé. À la montagne, au ski, dans le genre énergisant, ça, c'est bien. Ça, c'est un costaud. Surtout, plus facile à faire, là, tu meurs quand même. Parce que... Alors, des dattes, des abricots, des amandes. Là, ce sont des amandes qui sont déjà effilées, enfin, je dirais émincées. C'est mieux avec des amandes qui ont encore leur peau, ça donne plus de goût. Et puis des figues. Qu'est-ce qu'on fait? On met tout ça dans le mixeur. Voilà. Vous avez vu, là, on a un petit tagine. Et dedans, effectivement, on a cette pâte que vous n'arrêtez pas de manger d'ailleurs, et vous allez vous calmer. Vous comprenez qu'on fasse des régimes. Hein, voilà. Donc ça fait ça. Une fois passé au mixeur, c'est un mix. Excellent. Alors, on y a rajouté un petit peu de jus de citron pour vraiment aciduler. Oui, Et après,
on fait des boulettes, exactement comme on ferait des boulettes de farce, et on les roule dans le sucre cristallisé, de manière à ce que ça ne colle pas au doigt et que ça ait une jolie présentation un peu brillante. C'est bon, hein, Oui, avec oui, un petit café, ça. Ça, Avec un petit café. Et en plus, Non sucré. avec un petit hein, café, si c'était possible. Et non, mais ça, c'est très bien même à donner à la récréation aux enfants, ça. Hein, c'est bon. parce que c'est des fruits secs, c'est plein de nutriments, de fibres, Hyper bon. qui viennent des dattes notamment. C'est tout ça. Ils étaient enrobés quand même, les Ils Égyptiens. étaient certainement enrobés. Parce que sur les représentations, on les voit toujours très minces. Oui, mais quand on voit ça, on se On dit voit qu'ils étaient quand même gros. les plats très Ouais, riches, ouais, ouais. les poissons dans la crème, les trucs... Ils faisaient plein de régimes. S'ils faisaient des régimes, ça veut dire qu'ils étaient effectivement Alors, assez forts. quel genre de régime? Aux protéines? Oh, ils faisaient beaucoup de régimes à base de poissons, donc quand ils avaient pris suffisamment, enfin, quand ils avaient pris du poids et tout ça, bon, bah après, effectivement, légumes à l'eau, et puis, poissons, quoi. Les Ouais. critères de beauté, c'était quoi? La femme plutôt forte, en chair, Non, ou la femme à l'époque plutôt de mince? Nefertiti, vous le voyez plutôt mince. Très androgyne, hein, même. Hein, enfin, assez, Ouais, très filiforme, d'autant qu'ils avaient des fourreaux, vous savez, en lin qui étaient transparents. Et puis les servantes, parce qu'on l'a pas dit lors des festins, mais les servantes étaient nues, toujours nues, avec le collier et la petite chaîne autour de la taille, donc nues. Les musiciennes nues également, les danseuses nues. Donc il valait mieux être mince. Donc il valait mieux être mince, sinon on n'était pas embauchés. Ah ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y avait on a retrouvé beaucoup de Bon, régimes les sur les... cuisiniers avaient le droit d'être un peu enrobés quand même? Ouais, ou- ouais, les cuisiniers. Bon, ça va, apparemment, ça ils va, étaient alors, très bon, ça va, alors. enrobés. Ça va. Ça va Ça aurait pas été au chaud nu, alors. Ils se mettaient carrément au régime. Et ça, c'est assez marrant à imaginer. Ah, moi, je trouve ça marrant, moi, personnellement. Ça, Enfin, c'est vous me très demandez à moderne, moi. surtout. C'est super marrant, C'est ça. surtout très moderne, oui, oui. Bon, Yves, est-ce qu'on réagit pour conclure? Qu'est-ce qui se trame chez nos téléspectateurs? Des choses. Catherine Pijard, qui habite dans la Mayenne. Quelle était l'alimentation destinée aux jeunes enfants, surtout ceux en bas âge? Il y avait le lait, évidemment. Hein. Bon, et puis, sinon, il y avait quand même tous les petits, les gâteaux qu'on a vus, enfin, mais à part ça, il n'y avait pas une alimentation spéciale. Par contre, pour les enfants en bas âge, il y avait les bouillies. Ah oui, c'est alors, ça, les hein. bouillies, donc, de sortes de lentilles, de pois chiches et tout ça. Par contre, il y avait quelque chose qui était très important pour les Égyptiens, c'était le lait des nourrices. Et pour que le lait soit extrêmement bon, il fallait que les nourrices, notamment dans la famille royale, mangent forcément des mets avec de l'estragon, parce que paraît-il que C'est un c'est peu anisé, excellent oui, c'est pour un peu anisé. le lait. Et puis évidemment du cumin, le cumin qu'on retrouve En finalement fait, partout. elles Et le épiçaient, basilic. elles le épiçaient basilic. leur lait. On mourait à quel âge Elles en moyenne? épiçaient leur lait. Et le basilic qui était la plante royale aussi. Il y avait une longévité. Quoi, 40 ans, une quarantaine d'années. D'ailleurs, basilicon, On c'est se en mariait à grec, c'est quel petit âge roi, hein, c'est ça? C'est ça. À ouais. l'époque de Nefertiti, Et on se marie à quel âge Vers 13 ans. vers 13 ans. Vers 13-14 Voilà, ans. bah, ouais. plein d'infos, si ça vous passionne, vous pouvez lire tous les livres de Violaine Vanoyek. Il y en a eu combien déjà consacrés Dans cette saga, il y en a eu une dizaine. Sinon, Voilà. en tout, Elle va en écrire 21, donc vous imaginez, il faut fournir. Hein. Le dernier s'appelle Nefertiti et Akhenaton, c'est paru aux éditions Michel Lafon. À la prochaine fois, Violaine. Oh, volontiers, volontiers. Là, vous allez repartir creuser. Là, je repars la semaine prochaine, effectivement, vers de nouvelles aventures concernant évidemment Nefertiti. Donc, je vous rapporterai des trésors, peut-être. D'accord. Merci en tout cas d'être venu nous voir ce matin. Yves, quels seront... Merci à Oui, Vincent. enfin, Merci beaucoup, Vincent, Non, mais moi, d'avoir je vais remplacé continuer mes recherches également David. sur le poisson. Moderne. Oui, Voilà. j'aimerais bien. Oui, Non, merci. mais c'était très gentil hein, de nous avoir accompagnés durant Oh, mais cette vous savez que je émission. vous laisse pas tomber. Car moi, Vincent hein. est plutôt un Je vous homme suis. du terroir français et le terroir égyptien, il le connaît moins Non, mais bien. j'adore mais l'Égypte. Vous avez J'adore vu avec l'Égypte. quel brio il s'en est sorti. Merci beaucoup. Ça me gêne. Merci pour le café. Merci bien avec les petites boulettes. Le Je vous kawa. le conseille. C'est le kawa. Et puis Yves, quels sont les prochains thèmes qu'on va développer ici? Mardi 4 mars, pourquoi sommes-nous de mauvaise humeur? Il y a des tas de raisons, visibles ou invisibles, matérielles ou immatérielles. Les causes sont nombreuses, mais nous recherchons pour ce dossier un couple heureux, au sein duquel ça se passe bien, mais où l'homme est souvent, toujours ou trop fréquemment de mauvaise humeur, sans raison vraiment apparente. déjà sucré, Donc hein. si c'est votre cas, allez-y, appelez-nous au 0826 007 pour nous aider à préparer cette enquête. Et puis mardi 11 mars, et je vous en ai déjà parlé, nous ouvrirons un dossier sur les femmes et leurs voitures. Donc je rappelle qu'il est dangereux de se maquiller en voiture, au moins autant que téléphoner, et toc. Donc si vous avez par exemple trouvé la facture de... Le Non, macho. Non mais attendez, et le matin quand les femmes se maquillent et que vous passez à côté soit en deux roues et puis elles sont là, Ouais, ça c'est vrai. hein, Moi, Surtout pas le c'est téléphone dangereux. de moi votre main. j'assume ça. vous savez, avec le pare-brise baissé comme ça, le pare-soleil, puis voilà, c'est pas terrible. Hein.
Il le fait bien, hein. Ouais, mais bien. Donc si vous avez trouvé la facture de votre dernière révision un petit peu trop salée parce que vous pensez qu'il a profité de votre condition féminine et abusé, allez-y, appelez-nous 0826 007. Ce que j'adore, c'est quand vous êtes en train de faire ça. Vous conduisez, vous êtes en train... Et puis quand les types vous insultent et ils s'énervent. Ouais, connasse. Ça, c'est... Et alors là, ça me rappelle quelqu'un. À ce moment-là, vous pensez à quelqu'un, là, Sophie. Et vous faites un grand sourire sympathique. Et alors là, le type, il se sent encore plus idiot, quoi. Bon, enfin bref, on est juste arrivé hier. Bon, juste après la pub, on va retrouver une jeune femme qui n'a que 22 ans. Elle a déjà 2 ans de carrière. Elle sort déjà son 2e album. Elle chante vraiment très bien. Elle a une très jolie voix. Et son 2e album est déjà classé parmi les meilleures ventes du moment. Mais qui se cache derrière Ève Angéli? Ah oui. C'est la question que vous vous posez. Non, je me disais, si jamais elle perd sa voix, vous pouvez me dire de venir, hein. Je l'ai élevé. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous savez qu'on pense régulièrement à vous. Vous pourriez faire un duo, c'est à la mode. Elle sera là juste après la pub et on est très content de la recevoir. À tout de suite. France 2 vous donne rendez-vous avec les magasins Spar. Un bon, il y a un début à tout. Un bon début à tout. Valse de confidence pour Patrick Sébastien, Elsa Zilberstein, Olivier Besancenot.